Donald Trump a donc repoussé son ultimatum de 10 jours. Il frappera le secteur énergétique après Pâques si les discussions de sortie de conflit ne progressent pas avec l'Iran. Le président ne cesse de souffler le chaud et le froid depuis le début de cette guerre, mais perd patience face à un régime qui résiste. Serine Bey. L'Iran, anéanti sur le plan militaire, c'est en tout cas ce que répète inlassablement le président américain. Selon Donald Trump, c'est même la raison pour laquelle la fin de la guerre est proche. Nous estimions que cela prendrait environ 4 à 6 semaines pour accomplir notre mission, alors que nous en sommes déjà au 26e jour. Nous sommes donc extrêmement en avance sur le calendrier prévu. Le régime iranien reconnaît désormais qu'il a subi une défaite décisive. Par l'intermédiaire du Pakistan, Washington a soumis à Téhéran une liste de 15 points en vue d'un accord de paix. Elle comprendrait entre autres la réouverture du détroit d'Ormuz par l'Iran et la suppression du stock iranien d'uranium hautement enrichi. Un plan rejeté par Téhéran qui, selon la télévision d'État, a présenté une contre-proposition. Le régime iranien demande notamment la fin des hostilités, l'arrêt des assassinats de dirigeants iraniens, des réparations pour la guerre ou encore l'exercice par l'Iran de sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz. Officiellement, la République islamique continue de nier toute discussion avec les États-Unis, mais reconnaît toutefois un échange de messages grâce à la médiation de pays alliés. À l'heure actuelle, notre politique est de poursuivre la résistance et de continuer à défendre le pays. Parfois, des messages peuvent être transmis, mais cela ne relève ni de la négociation, ni du dialogue. De son côté, Islamabad confirme que des négociations indirectes sont bien en cours pour mettre fin à la guerre en Iran, avec le Pakistan, l'Égypte et la Turquie comme médiateurs. Depuis 3 semaines, des Iraniens de plus en plus nombreux se regroupent tous les soirs sur les grandes places de Téhéran, mais aussi en province pour dénoncer les attaques américaines et israéliennes et soutenir les forces armées. Ils arrivent vers 20 h et restent parfois jusqu'à 2 ou 3 h du matin. Je vous propose ces quelques témoignages recueillis par notre correspondant en Iran, Siraj Ghazi. J'ai l'intention d'aller combattre à nouveau. J'ai une expérience de guerre. J'ai été au front pendant 6 ans et 1 mois. Mon espoir est de retourner au front pour croiser le fer avec ces Américains. Ça fait 22 nuits que je viens ici vers 20 h. Et je reste jusqu'à minuit, voire 1 h du matin. Le détroit d'Ormuz est à nous et l'a toujours été. Ma demande première, c'est que les bases américaines doivent être fermées dans la région. S'il reste des bases, la même chose se produira de nouveau. Elles doivent être fermées. Et nous prolongeons notre réflexion avec notre invité, Nissan Horowitz. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien député. Vous avez aussi été ministre de la Santé en Israël. C'était récemment, 2021 Assez récemment, oui. à 2022. Vous avez aussi dirigé le parti de la gauche, Meretz. C'est un parti laïque aujourd'hui dissous. Israël, on l'a appris tout à l'heure, s'apprête à intensifier ses frappes sur Téhéran. L'idée, c'est d'empêcher les gardiens de la révolution de continuer à tirer des missiles et de mettre en danger la vie des Israéliens. On a entendu hier Antonio Guterres déclarer après plus de 3 semaines, la guerre est hors de contrôle. Comment vous voyez la suite de ce conflit dans lequel toute la région a été entraînée il y a 1 mois? Bon, la suite dépend au président Trump. C'est lui qui tranche, c'est lui qui décide. Et en Israël, enfin, le gouvernement Netanyahou craint que le président américain arrête la guerre dans quelques jours. Il a déjà déclaré qu'il y a des négociations qui se déroulent et puis peut-être dans quelques jours, il va avoir un accord de cessez-le-feu avec l'Iran. Et donc Netanyahou essaye d'exploiter ces quelques jours qui restent pour intensifier les frappes contre l'Iran. Malheureusement, il faut dire que les buts déclarés de la guerre, c'est-à-dire de renverser le régime, d'arrêter le projet nucléaire iranien, d'éliminer la capacité balistique de l'Iran, ces buts ne peuvent pas être acquis par des bombardements aériens. Et donc, pour l'instant, la guerre est un échec. Il faut dire, par rapport aux buts déclarés, aux objectifs déclarés,
et rien n'a été achevé. Et donc, pour l'instant, on a payé un prix très lourd, et aussi la population civile en Israël et ailleurs, mais les buts déclarés de la guerre ne sont pas achevés. Ouais, c'est pas accompli, effectivement. Vous nous disiez, le maître du jeu, ça reste Donald Trump. Pour vous, ce sont les États-Unis qui sont aux commandes. On a quand même eu l'impression que c'est Donald Trump qui s'est fait entraîner dans cette guerre. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que Netanyahou a réussi à convaincre, à tenter Donald Trump d'entrer et de frapper l'Iran. Mais maintenant, dès le début, en fait, c'est Trump qui décide de commencer ou d'arrêter. Et là, il me semble que c'est pas seulement mon impression à moi, mais il y a des négociations qui se déroulent sur place, par Pakistan, par la Turquie, par des intermédiaires, etc. Et Israël est en dehors de ces négociations. C'est-à-dire il s'agit de pourparlers, de discussions entre l'Iran et les États-Unis. Et Netanyahou, il est à côté de tout ça. Donc c'est Trump qui décide. C'est Trump qui a arrêté la guerre à Gaza il y a un an. C'est Trump qui a arrêté l'autre guerre avec le Liban il y a un an et demi. Et c'est Trump qui décide soit la guerre continue, soit ça s'arrête. Et voilà. On comprend qu'il y a un enjeu économique, vous venez de l'évoquer, cette guerre coûte cher à la fois économiquement. Énormément. Ce sont des millions, des centaines de millions d'euros quotidiennement. Les États-Unis et Israël sont les seuls à porter le coût de cette guerre, puisque les pays du Golfe n'ont pas voulu intelligemment entrer dedans, justement pour pas porter ce coût de la guerre. C'est aussi une guerre qui coûte cher militairement à Israël, parce qu'il faut mobiliser des troupes, une armée, et les critiques commencent à se lever dans la société israélienne et au sein même de l'opposition aussi. Absolument. Au début de la guerre, on a vu un soutien assez quasi total pour la guerre, quelques 95% au début. Mais ça, c'était au début. Dès que la guerre continue, avec les frappes sans arrêt de l'Iran, des missiles balistiques qui portent énormément de dégâts à la population civile israélienne, moi je suis arrivé ici il y a quelques jours, tous les jours il y a des alarmes sans arrêt, il y a des bombardements de missiles qui tombent, et il y a eu pas mal de victimes, de blessés, de morts israéliens à cause de ces frappes iraniennes. Alors la population commence à poser des questions. Que sera la fin ? Quels sont les buts de la guerre ? Quelles sont les raisons pour lesquelles on a commencé cette guerre ? C'est-à-dire qu'il y a seulement 8 mois après la guerre de juin 25, Netanyahou et Trump ont déclaré que ça y est, tout a été réglé et il n'y a plus de nucléaire en Iran, la capacité balistique a disparu. Donc, et pourquoi 8 mois après, tout à coup, de nouveau, on commence encore une deuxième guerre. Pourquoi ? Et donc, ce genre de questions commence à se poser, à être discutées, et dans les médias, dans les réseaux sociaux en Israël, et on voit l'influence de ça. C'est-à-dire que les gens commencent à râler et commencent à... Bon, ils souffrent. Par exemple, mes parents qui dorment pas la nuit, plusieurs fois pendant la nuit, il faut descendre à l'abri. Et on travaille pas, les écoles sont fermées. Et donc, voilà. On comprend effectivement que Benyamin Netanyahou et ses alliés d'extrême droite, puisque ce sont eux aussi qui l'ont encouragé peut-être à mener cette guerre, ont aujourd'hui fragilisé leur pays. Est-ce que eux, malgré tout, tirent toujours des bénéfices de cette guerre et ont intérêt à ce qu'elle dure, malgré cette levée de bouclier de la société israélienne? Oui, il faut dire une chose. Depuis le 7 octobre, l'attaque de Hamas du 7 octobre, Israël est en situation de guerre permanente. C'est-à-dire, il y a eu Gaza, il y a eu Liban, maintenant c'est l'Iran, aussi de nouveau, encore une fois, le Liban. Il y a également, le Yémen aussi, la Syrie. Il y a la Cisjordanie, il y a des émeutes, etc., etc. Donc, on est en guerre tous les jours, depuis 3 ans. Et donc, la population est complètement épuisée. On en a marre, franchement. Et 3 ans de guerre avec un prix horrible, et point de vue économique, point de vue humain.
Et donc, il est temps, à mon avis, de l'arrêter. Mais comme on est en année électorale, ça c'est du point de vue intérieur, politiquement parlant Et en c'est Israël, important puisque ça a du poids, effectivement, dans la décision des dirigeants. ça aide Netanyahou de tout simplement préserver son pouvoir, rester en pouvoir. Il empêche toujours la création d'une commission d'enquête sur l'attaque du 7 octobre. Et donc, Alors qu'il était mis en cause, effectivement. bien sûr, les décisions prises à cette époque. bien évidemment. Donc, cette guerre a aussi un côté politique. Et donc, pour Netanyahou, c'est assez... ça lui sert de continuer la guerre sans arrêt. Et plusieurs fronts, on est toujours menacé. Donc, c'est pas le temps de poser des questions, c'est pas le temps de résister le gouvernement, de protester, etc., etc. Donc, politiquement parlant, c'est l'intérêt, si vous voulez, de Netanyahou de ne pas arrêter la guerre. Et voilà. Et donc, ça dépend entièrement à Trump si la guerre s'arrête ou pas. Parce que si ça dépend à Netanyahou, la guerre continue pour toujours. D'autant plus qu'il y a un dénominateur dont il faut que nous parlions, c'est cette idéologie. On sent bien que cette guerre, elle va au-delà d'une question sécuritaire. Elle porte les ferments d'idéologie, qu'elle soit d'ailleurs chrétienne, juive ou chiite. Chaque parti semble vouloir participer à certaines prophéties d'apocalypse qui seraient en train de s'exprimer. Et c'est vrai que pour nous, observateurs, c'est compliqué de comprendre quel est le poids de cette idéologie dans les décisions qui sont prises en ce moment au Moyen-Orient, alors que ça déstabilise quand même le monde entier. Vous avez tout à fait raison, madame. Et il y a un aspect, je dirais, religieux, même messianique à cette guerre. C'est-à-dire, du point de vue israélien, il y a plusieurs ministres qu'on qualifie comme messianiques, qui croient au grand Israël, frontière biblique, à la promesse divine, etc., etc. Et ça mène vers une violence atroce. Et de l'autre côté aussi, et vous avez mentionné côté chiite, en général, et religieux, ça existe. Et c'est le Proche-Orient. Ces tendances existent. C'est exploité parfois par des chefs religieux de tout le côté. Et c'est très dur à arriver à une solution quand on a une solution, un appel de Dieu, quoi. Donc, quand on parle à Dieu, c'est difficile à trouver une solution. Parce que ça va au-delà de la politique, au-delà des relations extérieures. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une mission, c'est de l'ordre de la mission. Voilà. Donc, cette pensée messianique est très dangereuse. Là, par exemple, on parle de Zemet par des colons israéliens dans la Cisjordanie, la Judée et la Samarie, occupée par Israël. Et puis, ça arrive tous les jours par des gens qui croient à cette idée que ce pays appartient uniquement aux Juifs, il faut chasser les Arabes dehors, etc., etc. Donc, ça mène vers des actes de violence et de terrorisme. Bien sûr, de l'autre côté aussi, l'idéologie du Hamas, le djihad, l'idéologie du régime de Mollah à Téhéran, d'instaurer l'islam dans la région, etc. Donc ça, c'est une tendance très dangereuse. Et donc, les gens modérés, les pays modérés, les pouvoirs modérés doivent agir pour empêcher tout cela. Et donc, je crois toujours qu'il y a une solution diplomatique à tout cela. Voilà. À la fois pour l'Iran, à la fois pour le Liban, il faut qu'on parle de ce front, parce que c'est peut-être celui qui est le moins bien compris aussi par les Israéliens, par la communauté internationale. Et malgré tout, on voit bien à quel point la communauté internationale est impuissante, alors que les déclarations de Benjamin Netanyahou sont extrêmement agressives. Ils veulent faire, son gouvernement veut faire du Liban ce qu'il a fait dans la bande de Gaza, ce qui est extrêmement préoccupant. Il y a la souveraineté d'un pays, tout comme il y avait en principe la souveraineté d'un territoire palestinien à respecter. Je suis d'accord avec vous, et ça pourrait être une vraie catastrophe si Israël occupe le sud Liban, comme il y a des voix qui appellent à l'occupation terrestre du sud Liban. Israël a essayé de le faire plusieurs fois déjà pendant des décennies, et ça a échoué complètement. Ce qu'on appelle chez nous la boue libanaise, c'est-à-dire de se trouver dans cette situation catastrophique dans ce pays. Et donc, le problème de base, c'est que
au Liban, il y a cette organisation, le Hezbollah. Le Hezbollah, voilà. C'est la Et raison pour laquelle le gouvernement libanais n'a pas assez de pouvoir pour faire face au Hezbollah, et donc Israël exploite la situation pour faire cette opération. Alors le Hezbollah, c'est vrai, le Hezbollah menace Israël, ça fait des années, de longues années que Hezbollah tire vers Israël, et moi, par exemple, j'habite sur la frontière libanaise, je vois la frontière de ma fenêtre, la et c'est juste en face, et on souffre depuis pas mal d'années de ces actions des Hezbollah, mais la voie pour faire face au Hezbollah, c'est par la coopération avec le gouvernement libanais sur place. Donc, par exemple, il y a une proposition du président Macron de faire des négociations directes entre Israël et le Liban, reconnaissance mutuelle et action mutuelle contre le Hezbollah. Ça, c'est la bonne solution, pas une invasion terrestre israélienne et occupation du sud du Liban. Non, pas du tout. Ça, c'est une catastrophe. Il évoquait une discussion avec tous les partis libanais. Donc forcément, ça implique le Hezbollah et Hamas, ce qui pose problème pour Israël. C'est inimaginable. Hamas, peut-être, oui, c'est un parti politique chiite dirigé par Nabi Berri, le chef du Parlement libanais. Mais le Hezbollah, c'est une organisation terroriste. On ne peut pas négocier avec eux. Il faut désarmer le Hezbollah. Mais ça, Israël ne peut pas le faire tout seul. Il y a le gouvernement libanais sur place, dirigé par le président Aoun et Joseph Aoun, qui a le même intérêt que le gouvernement israélien, c'est-à-dire de désarmer le Hezbollah. Il faut le faire ensemble, peut-être parler de la France, de la communauté internationale, la Syrie, etc., mais pas une invasion terrestre israélienne sur le sud Liban. Ça, non. Et là, ça pourrait nous amener à des situations dont on connaît depuis des années, là, et d'une occupation permanente en Liban avec beaucoup de pertes, beaucoup de dégâts, avec un prix très lourd. Et donc, j'espère que cela sera évité. Plus d'1 million de déplacés actuellement. Absolument. Au Liban, des milliers de morts, des centaines d'enfants tués sous ces frappes israéliennes au nom de la lutte contre le Hezbollah. Il y a ce fantasme de la Pax Israeliana, de cette domination israélienne sur tout le Proche-Orient. On a peut-être eu l'impression ces derniers mois, ces 3 dernières années, que Israël tente de faire actuellement ce qui a été fait avec la guerre des 6 jours. Vous pensez que c'est l'effet inverse aujourd'hui, que Israël se fragilise face à ses voisins arabes dans cette guerre contre l'Iran notamment? À mon avis, c'est l'effet du 7 octobre. Comme Israël a été attaqué par le Hamas, et les Israéliens... De manière absolument sanglante. Enfin, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc, c'était pour les Israéliens une menace existentielle. Alors là, la politique de Netanyahou a changé. Avant, il était assez prudent en ce qui concerne les aventures extérieures. Et là, depuis le 7 octobre, c'est la force brute. C'est-à-dire, il faut frapper dans tous les fronts, soit le Liban, la Syrie, l'Iran, le Yémen, partout. Et bien sûr, les Palestiniens, Gaza, Cisjordanie, etc. Et il n'y a pas de place pour des solutions diplomatiques, etc., etc. Donc, ça nous mène à cette situation de guerre qui se déroule sans fin depuis 3 ans. Et là, ça ne nous donne pas de la sécurité, pas de stabilité, rien du tout. À mon avis, c'est un échec. Mais ça, c'est la mentalité du gouvernement et d'une partie de la population israélienne. Il faut dire qu'il n'y a pas de place pour négocier. On a vu le 7 octobre la face réelle de notre ennemi. Donc, il faut tout détruire, nettoyer le Proche-Orient. Bien sûr, c'est une illusion extrêmement dangereuse. C'est complètement hallucinante. Mais oui, il y a une partie en Israël qui croit à ça, et c'est le gouvernement, surtout Netanyahou, qui croit à ça. Et là, maintenant, c'est aussi les États-Unis, parfois, qui participent. On l'a entendu, pour vous, la voie, c'est celle de la diplomatie et non celle de la guerre, en tous les cas pas menée telle qu'elle est menée à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous attendez des chancelleries? On nous a pas, en tant qu'Européens et Occidentaux, beaucoup entendu. Alors, je vous dis, parfois, il faut faire la guerre. Parfois, c'est nécessaire. Mais la guerre doit s'arrêter à un moment et nous mène vers un accord, un arrangement. Et ça, c'est ça qui manque en Israël maintenant. C'est-à-dire, il n'y a pas un point final.
Donc ce qu'on attend de la communauté internationale, par exemple, c'est ce genre de propositions comme a fait le président Macron pour vraiment trouver une solution diplomatique. Après les frappes aériennes, d'accord, on a eu des frappes aériennes, on est tous d'accord pour le renversement du régime, mais ça a échoué en Iran. Alors là, maintenant, il faut trouver un moyen pour arrêter la guerre, parce que on peut pas vivre comme ça, c'est insupportable. Pour tous. Insupportable. Nitzan Horowitz, je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vous remercie de m'avoir invité, madame. Merci à vous. Merci.